Alors, Madame, Madame Papineau? Madame Papineau? Marie-Marthe? Anne-Sophie? Anne-Sophie? Pour aller monter le micro. Un, deux, un, deux. Monsieur Bédard, pouvez-vous aller monter le micro? Monter le micro. Un, deux. J'étais là, j'essayais. Un, deux, un, deux, un, deux. Et voilà! Super! Alors, j'ai invité tout le monde à... Oui, je vais prendre des distances, inquiétez-vous pas. Alors, j'ai invité tout le monde à prendre place. On va commencer dans quelques instants. Donc, notre collègue, M. Sarry. Monsieur Sarry. Monsieur Bussière, vous voulez faire des tests, c'est ça? Est-ce que c'est bon maintenant? Parfait. Alors, bonsoir à tous. Je tiens à saluer les gens qui sont dans la salle, également ceux qui nous écoutent, qui écoutent en fait le conseil en direct, mais également sur le web en différé. Alors, avant de débuter, tel qu'il est d'usage lors de ces séances, nous allons prendre une minute de silence. Et aujourd'hui, je vais nous inviter à nous lever, à nous recueillir pour souligner le 10 ans depuis le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti, mais également en souvenir de la Grande Mosquée de Québec, donc pour l'anniversaire de la troisième anniversaire depuis la tuerie du 29 janvier 2017. Alors, ces événements ont lieu dans les dernières semaines. Alors, je nous invite à nous lever et à prendre un moment de silence. Alors, merci à tous. Donc, permettez-moi de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Donc, à ma gauche, nous avons Mme Renée-Chantal Bellinga, conseillère d'arrondissement du district Ovid-Clermont. Bonsoir. Mme Chantal Rossi, conseillère de la ville du district Ovid-Clermont. Bonsoir. À ma droite, M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac. Bonsoir. Et M. Abdelak Sarri, conseiller de ville du district Marie-Clarac. Bonsoir. Au niveau du personnel du cabinet et des élus, nous avons la présence de François Purcell, directeur de cabinet, M. Alain David de Jean-Noël, attaché politique, et Mme Anna Miazarek, chargée de secrétariat. Au niveau du personnel administratif, à l'avant, Mme Marie-Marthe Papineau, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Rachel Laperrière, directrice d'arrondissement. Bonsoir. Claire Vassard, à ma droite au fond, directrice de la performance du greffe et des services administratifs. Monsieur Gilbert Bédard, directeur des travaux publics. Monsieur Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports et des loisirs et du développement social. Monsieur Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Monsieur Daniel Bussière, chef de division relations avec les citoyens et communication. Nous avons la présence pour une première fois ce soir de notre nouvel inspecteur au poste de quartier 39, M. Patrick Lavallée. J'en profite d'ailleurs pour lui souhaiter la bienvenue à Montréal-Nord. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'article de journal comme quoi il y avait eu un coup de cœur pour Montréal-Nord. Alors, je lui ai dit qu'on était deux et probablement plusieurs dans la salle à avoir ce coup de cœur. Alors, bienvenue à Montréal-Nord, M. Lavallée. Également, nous avons la présence de Mme Lynne... Ah, c'est ça, elle est cachée en arrière de Jérôme. Donc, Mme Lynne Perrotte, qui est la responsable de la chef de division, c'est ça, de division des ressources humaines. Voilà, donc merci d'être présente ce soir. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour des personnes, également toutes les personnes dans l'Assemblée. Donc, merci d'être ici ce soir. Alors, j'appelle donc le point 10.01. Si vous permettez, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour de la séance de ce soir. Je propose.
J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sarré, appuyé par Mme Rossi. Alors, on poursuit maintenant avec le 10.02, qui est le mot de la mairesse et des élus. Alors, je voudrais profiter d'abord de cette première séance conseil d'arrondissement de 2020 pour vous souhaiter une formidable année sous le signe de la paix, de la santé et du bonheur. Et avant d'entamer l'ordre du jour, permettez-moi d'attirer votre attention sur quelques sujets d'actualité. Alors, je vais donner la parole à Mme Rossi. Merci, Madame la mairesse. D'entrée de jeu, vous parliez du 10e anniversaire du séisme en Haïti. Le 12 janvier 2010, il y a 10 ans, écoutez, je m'en souviens très bien parce que j'étais ici, tout comme M. Toussaint d'ailleurs. On apprenait juste avant d'entrer en conseil d'arrondissement qu'un séisme épouvantable venait de secouer Haïti. Alors, tout de suite, on a senti qu'un événement important se produisait. Alors, vous comprendrez que Haïti souffrait, mais Montréal-Nord aussi souffrait par le fait même. Alors, déjà au lendemain de ces événements, nous avons fait une réunion d'urgence avec les leaders de la communauté haïtienne à ce moment-là. Je me rappelle de M. Jacques-Claude Hernande qui était autour de la table, Guillaume André, Gétro Auguste, le bureau de Mme Beauchamp, le bureau de M. Coder, qui était à l'époque député fédéral, l'arrondissement. Nous étions tous unis autour de la table à trouver une solution. Comment que tous ensemble, on pourrait venir en aide à cette communauté qui avait mal, qui était prise avec un problème sans précédent, je dirais. Alors, il y avait beaucoup de fébrilité. Jamais dans ma vie, moi j'étais nouvellement élue, jamais dans ma vie je pourrais oublier la fébrilité qu'il y avait autour de cette table-là. La fébrilité de ces gens qui attendaient des nouvelles de leur famille, qui étaient sans nouvelles depuis la veille de leur famille. Jamais je pourrais oublier ça. Nous en étions venus d'un commun accord à se dire que la seule façon qu'on pouvait aider la communauté, c'était d'avoir un guichet unique, un point de service unique. Alors, sous la responsabilité à l'époque de M. Claudel Toussaint, qui a, comme toujours, mené ce projet-là de main de maître, nous avons créé le premier guichet unique à Montréal où tous les points de service étaient là. L'arrondissement fournissait le local, fournissait l'Internet, fournissait les ordinateurs. On avait les services sociaux qui étaient présents. On avait le bureau, comme je le disais, de M. Coder qui était là pour les cas d'immigration, le bureau de Mme Beauchamp. Tout le monde était sous un même toit. Pendant plus d'1 mois, on a accueilli, on a aidé les familles, on a travaillé ensemble. Je me souviens de moments très émouvants où nous avions vu à la télévision une maman accoucher dans les décombres du séisme. Et quelques jours après, elle faisait son entrée dans notre... J'en parle et je suis encore très émue. Elle arrivait avec son bébé au centre de service pour venir nous voir. Alors, c'est tous des moments qui ont été... où Montréal-Nord s'est rallié, Montréal-Nord s'est uni autour de la communauté haïtienne, où Montréal-Nord a ouvert les bras. Et depuis ce temps-là, on a accueilli des milliers d'immigrants. Et j'oublierai jamais aussi la dernière journée, la journée où nous avons clôturé, où nous avons fermé ce centre de service. Le dernier repas que nous avons tous pris ensemble, je ne sais pas si M. Toussaint va s'en rappeler, nous avions à l'époque un des directeurs qui était originaire du Saguenay. Et lui avait fait une grosse tourtière du Saguenay. Et je pense que c'est le seul endroit au Québec où on a pu manger de la tourtière du Saguenay avec du riz collé. Ce qui était très, très, très à l'image de Montréal-Nord et ce qui était très, très, très symbolique. Alors, déjà 10 ans, il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore énormément à faire. Alors, nous voulons donc vous dire aujourd'hui aux gens, à la communauté haïtienne, que nous étions là,
Et nous sommes toujours là. Excellent. Merci beaucoup, Madame Rossi. Je vais poursuivre avec le prochain point. Donc, comme administration publique, nous avons vécu des moments difficiles au cours des dernières semaines. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'arrondissement de Montréal-Nord a fait l'objet dans les médias et les médias sociaux d'allégations de discrimination raciale de la part de quelques personnes à notre emploi. Les canaux de communication utilisés par ces personnes n'étaient pas adéquats. En agissant ainsi, ces personnes contrevenaient au code de conduite des employés de la Ville de Montréal. Mais parce qu'on a à cœur d'offrir à toutes les personnes à notre emploi, quel que soit le poste qu'elles occupent, un environnement de travail sain et respectueux, on a décidé de voir ce qu'il en était. C'est pourquoi la direction de l'arrondissement a pris l'initiative de rencontrer à ce sujet le contrôleur général de la Ville, la direction des relations de travail de la Ville, ainsi que le syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Notre arrondissement a proposé de mettre sur pied une enquête objective pour étudier les prétentions soulevées par nos employés, ce qui a été accepté par nos partenaires. Pour que nous puissions avoir le meilleur portrait possible, nous encourageons donc maintenant l'ensemble de nos employés à participer à cette enquête. Nous prévoyons recevoir les résultats de cette enquête d'ici l'été. Nous nous engageons à accueillir ces résultats avec toute l'ouverture et toute la bienveillance requise. Je céderai la parole à Mme Rossi qui va poursuivre. Justement, Madame la mairesse, sur ce sujet, j'aimerais apporter quelques précisions quant à certaines informations qui ont circulé dans les médias et certains commentaires qui ont été faits sur les médias sociaux. J'ai accordé le 6 janvier dernier une entrevue à TVA. Parce que le temps d'antenne est limité, le reportage qui en est suivi ne reprenait pas l'ensemble de mes propos. Je tiens à préciser qu'au cours de cette entrevue, je n'ai jamais affirmé qu'il n'existait aucune forme de discrimination raciale dans les rangs de nos employés. J'ai affirmé au journaliste Yves Poirier que, comme organisation, nous ne sommes jamais à l'abri de comportements individuels inappropriés et que nous n'accepterons jamais de tels comportements que soient posés à l'égard de nos employés. Alors, ça, c'est les propos que j'ai eus et c'est également les propos que j'ai eus lors de mon entretien avec M. Jean-Nouma Goudou. Alors, pour poursuivre sur ce point, donc à Montréal-Nord, on est sensible aux enjeux liés à l'accueil et à l'intégration des personnes issues de minorités visibles et ethniques. Au cours des dernières semaines, dans le cadre de ce dossier, nous avons dit à plusieurs occasions, et je tenais à le réitérer ici dans le cadre d'un conseil d'arrondissement, que comme organisation, on a adopté des valeurs d'ouverture à la diversité et à l'équité. Nous travaillons ainsi à faire de Montréal-Nord un modèle en matière d'intégration harmonieuse des personnes immigrantes et de valorisation de la diversité ethnoculturelle. Et dans le cas de nos relations avec les citoyens, et c'est la même chose dans nos relations avec nos employés, nous veillons à leur offrir un milieu de travail exempt de toute discrimination basée notamment sur la race, l'origine ethnique, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle. Nous condamnons et nous condamnerons toujours tout acte de discrimination raciale ou autre qui pourrait être posé à l'égard de nos employés. L'enquête qui va débuter sous peu en est un bel exemple de notre volonté en ce domaine. Je vais poursuivre donc avec la semaine dernière. Vous avez peut-être vu sur le site web du Guide de Montréal-Nord qu'on a déposé une demande de subvention à la Ville de Montréal et au gouvernement du Québec afin de convertir l'Aréna Garon en complexe sportif et récréatif. Ce projet permettrait de pallier au déficit criant d'installations sportives et de loisirs dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Pour les activités de jour, par exemple, nous n'avons aucune piscine intérieure et un seul gymnase, vous le savez, de toute façon, vous autres qui êtes dans la salle, qui est situé dans une ancienne école construite dans les années 60 au Centre des loisirs, et pas besoin de dire que ça a besoin d'un peu d'amour. Nous n'avons donc pas, dans notre arrondissement, assez d'installations récréo-sportives pour donner à nos citoyens le même niveau de service que celui reçu par les autres Montréalaises et Montréalais. Nous avons à ce sujet un déficit historique qui est urgent de corriger. Seul l'arrondissement n'y arrivera pas. Nous comptons donc sur la Ville de Montréal et sur le gouvernement du Québec pour réaliser ce beau projet qui comprendrait notamment un gymnase triple, des salles multifonctionnelles, une palestre et un bassin aquatique. Et on a quelques questions sur ce sujet, donc j'ai l'impression qu'on va en reparler un peu plus tard. Donc, on va maintenant poursuivre avec Mme Rossi. Alors, les membres du conseil d'arrondissement souhaitent féliciter ceux et celles qui ont été élus la semaine dernière au conseil d'administration de la table de quartier de Montréal-Nord. Alors, à la présidence, Mme Nerges Moustapha,
Vice-présidente, Christine Gay. Trésorier, Roger Petitfrère. Secrétaire, Mireille Chaumin. Ainsi que Williamson Lamar, Marie-Ève Lemire, Will Prosper et Brunelda Reyes. La table est un partenaire de premier plan dans notre administration dans le développement de l'arrondissement. Par ses actions, elle contribue à améliorer la qualité et la condition de vie de la population de Montréal-Nord. Nous souhaitons donc bonne chance à tous les membres du conseil d'administration pour l'année à venir. J'inviterai maintenant M. Sarry à prendre la parole. Merci beaucoup, Madame la mairesse. L'arrivée du mois de février sont le début du mois de l'histoire des Noirs. L'arrondissement de Montréal-Nord, l'organisme Un itinéraire pour tous et plusieurs autres organismes partenaires vous proposent donc ce mois-ci une série d'activités destinées à mettre en valeur l'importance de contribution des citoyennes et citoyens montréalais et montréalaises de communautés noires à notre société. Nous vous invitons à assister à la vingtaine d'activités qui sont organisées à cette occasion: cinéma, contes, rencontres d'artistes, speed dating professionnel pour les 15-17 ans, expositions, théâtre, causeries, musique, danse et autres activités. La programmation complète est disponible sur le site Internet de l'arrondissement et des dépliants sont disponibles à l'arrière de la salle. Bienvenue à toutes et à tous à ces belles activités. Merci beaucoup, M. Sarry. J'inviterai maintenant Mme Bellinga à prendre la parole. Merci, Madame la mairesse. Donc, je tiens à saluer Monsieur Delix et toute l'équipe, les membres de la communauté haïtienne, et rappeler effectivement que c'est un moment émouvant. Ça a été un moment émouvant le 12 janvier pour la commémoration du 10e anniversaire du séisme en Haïti. Donc, vous avez toute notre compassion pour la communauté haïtienne et tous ses membres. Également, la communauté maghrébine et malheureusement la commémoration du triste événement de la mosquée, de la tuerie de la mosquée était également un événement très difficile. Donc, je me joins bien sûr à mes collègues pour observer ce moment de silence et souligner ces événements. Je vous dirais que les dernières semaines ont été quand même exigeantes et comme élus issus des communautés noires et de la diversité, les allégations de racisme et de discrimination qui ont été apportées par nos cols bleus ont été un moment particulièrement exigeant, je pense, pour les membres de l'arrondissement, pour les élus, mais également il y a eu effectivement beaucoup de questions de la part de nos citoyens. Un élément qui est quand même excessivement important que j'aimerais apporter à votre attention, Madame la mairesse, c'est les mécanismes d'information quand surviennent de tels événements. Apprendre une telle réalité parmi les médias, ça a été un moment quand même plus difficile. J'ai eu la chance ensuite de m'entretenir rapidement avec des membres de l'administration qui m'ont permis de mieux comprendre les allégations et les réalités qui ont été émises par l'École bleue. Donc, je réitère comme élu, et je pense que mes collègues, bien sûr, appuient cet élément. Nous avons un devoir à titre d'arrondissement, d'élus, d'assurer à chacun de nos citoyens employés, mais également à chaque élu qui est en fonction, d'avoir accès aux services, d'exercer ses fonctions, eu égard de sa couleur, de son sexe, de son âge, de ses orientations religieuses, sexuelles ou de ses convictions politiques. Nous devons bien sûr prendre au sérieux toute allégation liée à un traitement différencié et discriminatoire. Et je salue le courage de l'arrondissement d'aller vers une enquête conjointe entre la Ville de Montréal et également le syndicat qui va permettre bien sûr d'apporter un regard en profondeur sur ces allégations-là. Nous allons bien sûr attendre les recommandations qui vont être faites suite à cette enquête-là, mais eu égard de ces recommandations, il est évident que nous sommes en 2020 et qu'il y a des actions proactives qui doivent et qui sont actuellement menées par l'arrondissement. Donc, moi, lors des rencontres avec l'administration, j'ai questionné plusieurs éléments liés aux actions à l'interne qui permettaient, bien sûr, d'entendre ce type d'allégations de nos employés. Donc, nous assurer, bien sûr, que nous communiquons avec transparence avec l'ensemble de nos employés, que nos employés
connaissent bien sûr les mécanismes pour porter plainte ou faire valoir des enjeux liés à toute allégation de discrimination ou de traitement différencié, que nous ayons effectivement pour nos équipes des formations sur les approches intersectionnelles et différenciées, qu'un mentorat et qu'un accompagnement soit également fait auprès des employés de la diversité qui souhaitent accéder à des postes de cadre. Donc, c'est sûr que nous avons un bassin d'employés de la diversité importante. Nous en sommes très fiers, mais il faut effectivement permettre à ces employés-là aussi de gravir les échelons dans nos espaces professionnels. Donc, il y a différentes mesures qui peuvent être mises en place. Et bien sûr, nous assurer de mettre en place différents outils régulièrement pour connaître, bien sûr, le climat de travail, les enjeux liés au climat de travail. Et je sais que plusieurs actions ont été mises en place, dont un comité qui permet justement à des employés de la diversité, des cadres, de faire front commun pour mettre en place différentes actions. Je vais prendre un peu là. Au-delà de ces enjeux de discrimination, d'allégations de discrimination que nous adressons et nous allons attendre les recommandations, il y a également d'autres enjeux plus liés aux réalités. J'en ai parlé, bien sûr, à la direction de l'arrondissement, à M. Toussaint, à l'ensemble de la prestation de services dans certaines de nos bibliothèques et de nos espaces. Moi, c'est évident que lorsqu'il y a des allégations ou des perceptions liées à de la discrimination ou à un traitement différencié, c'est aussi un élément où nous devons aller peut-être plus en profondeur sur des outils pour connaître les enjeux de ces allégations-là. Donc, peut-être évaluer s'il y a des mécanismes de plainte adéquats pour permettre à nos citoyens d'exprimer leurs éléments liés à la prestation de services. Également, regarder si à moyen, court et moyen terme, nous pouvons également trouver des outils pour entamer une démarche au niveau de la mise en place de sondages pour regarder notre prestation de service par rapport à nos citoyens. Je pense qu'en 2020, nous sommes à une étape où nous sommes en plein changement. Nous avons plusieurs grands chantiers, que ce soit au niveau, on parle du centre sportif, on parle également d'un nouveau pavillon, on est en croissance, on veut développer de nouveaux services, mais il faut s'assurer que dans notre prestation de service aussi, nous offrons les meilleurs outils à nos citoyens. Un autre élément que je souhaite réitérer, Madame la mairesse, je l'avais déjà signifié il y a un an de ça, c'est l'enjeu du cartage à la bibliothèque de la maison culturelle et communautaire. Pour moi, c'est un cartage qui va à l'encontre de notre vision liée à priorité jeunesse. Il s'agit pour moi d'un geste de profilage social puisque nous cartons qu'une clientèle donnée qui sont les jeunes. On m'a exprimé que c'était une mesure temporaire. J'espère que c'est une mesure qui va être graduellement retirée, mais il est évident que pour moi, ça reste aussi un élément qui peut créer des inconforts puisque certains citoyens sont ciblés et que pour moi, pour une bibliothèque, ça reste néanmoins un élément qui peut être encore problématique. Donc, voici les points. Je ne sais pas si vous voulez répliquer à ces éléments-là parce que j'aurai une autre question ensuite. En fait, la première chose, peut-être dire que je suis heureuse de constater, en fait, que l'ensemble du Conseil est du même avis là, par rapport à ce qui est arrivé dernièrement, qu'on souhaite tous que, dans le fond, les employés de l'arrondissement puissent avoir des canaux de communication pour pouvoir nommer, dans le fond, les réalités qu'ils vivent et qu'on est, dans le fond, tous à la même place là-dessus. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte-là, puis je me dis, ça envoie un message très... qu'on prend ça au sérieux, le fait qu'on ait demandé une enquête, c'est quand même un geste qui est assez exceptionnel, dans le sens que c'est très rare comme démarche, qu'est-ce qui est fait actuellement. Et c'est dans ce contexte-là que nous, on réitère, dans le fond, tout le Conseil aujourd'hui que c'est des éléments importants. On va attendre les recommandations. Puis,
c'est ce qui devrait arriver prochainement. On le souhaite. En même temps, on veut permettre à l'enquête de pouvoir être menée de façon correcte, hein, que les gens aient le temps de s'exprimer, qu'on puisse faire que les recommandations puissent se faire par rapport aux enquêteurs. Et ce que... Là, j'ai perdu mon idée. J'allais dire autre chose, mais le fait est que... C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est avant même les résultats de l'enquête, c'est sûr qu'au niveau des ressources humaines, au niveau de chaque équipe, il y a déjà des discussions qui sont entamées également. On n'attend pas nécessairement la fin de ça pour mettre déjà des actions en place. Alors, chaque équipe y regarde et va pouvoir travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Alors, voilà. Et pour ce qui est du cartage, en fait, je suis un peu surprise de vous entendre avoir ces propos-là aujourd'hui, parce que c'est des propos qu'on avait déjà quand même, une situation, en fait, qu'on avait déjà discuté amplement et qui, comme je l'avais déjà dit dans le passé, satisfaisait les personnes, que ce soit un itinéraire pour tous, que ce soit nous du côté de la bibliothèque, qu'il y avait un mécanisme qui était là en place pour pouvoir nous permettre d'y arriver, dans le fond, de pouvoir... toute la gestion, en fait, de la bibliothèque à la Maison culturelle qui demeure complexe. Alors, j'entends vos propos. En même temps, il y a déjà des réponses qui avaient été données en ce sens-là. Et c'est sûr que c'est une situation qui évolue aussi, puis qu'éventuellement, il y aura peut-être des changements qui seront faits. Merci, Madame la mairesse. L'autre question, c'est en fait une demande de suivi. Lors des événements très tristes où nous avons eu le décès d'un membre de notre communauté, le jeune Abdou, il y a eu effectivement une rencontre citoyenne à l'arrondissement en partenariat avec un itinéraire pour tous et plusieurs autres partenaires. Nous nous sommes entendus lors de cette rencontre-là pour qu'il y ait un suivi suite aux questions apportées par, bien sûr, les citoyens, les parents, et je crois que nous avons un devoir de poursuivre effectivement certaines recommandations qui ont été faites par les citoyens. Donc, je voulais avoir un peu l'écho de la suite qui va être donnée donc à ces demandes-là et à cette rencontre. Est-ce que tu peux intervenir? Tu peux... OK, parfait. Monsieur Toussaint, Madame Laperrière, est-ce qu'il y a une réponse pour Madame Bellinga à cette étape-ci? Nous avons eu des discussions à la table de paix et sécurité urbaine sur ce dossier-là pour se doter d'un plan d'intervention qui serait un plan d'intervention qui pourrait être utilisé en d'autres circonstances aussi dramatiques pour prévenir et planifier la concertation des acteurs dans des situations comme celle-là. Maintenant, pour ce qui est des suites particulières à cette rencontre-là qui a eu lieu, je ne suis pas en mesure de vous répondre aujourd'hui. Il faudrait qu'on prenne des informations auprès de la responsable du dossier qui l'avait mené à l'époque avec Claudel, mais je ne sais pas si Claudel a un complément d'information à nous donner. Monsieur Toussaint? Effectivement, nous avons travaillé sur un schéma d'intervention à être déployé et ça a été fait en concertation avec le CIUS du nord de l'île de Montréal, le PDQ 39 et l'arrondissement. Ça, c'est pour la réaction à des événements malheureux. Maintenant, les citoyens ont aussi demandé des rencontres de l'information sur la vie municipale avec mon collègue chef de division des communications. Nous avons parlé d'une façon à rendre tout ça avec les organismes du milieu qui étaient impliqués dans la rencontre qui était organisée, comment rendre disponible l'information municipale sur les services de l'arrondissement aux citoyens, surtout du Nord-Est, via les relais que sont les organismes. On y travaille. Merci, Monsieur Toussaint. Je vais laisser la parole à Monsieur Sari. Ben, juste tout simplement pour vous dire à Mme Bellinga qu'il y a eu un certain apprentissage qu'on a eu, pas seulement de la rencontre, mais aussi de l'événement, les tristes événements qu'on a eus au mois d'octobre. Et comme l'a bien mentionné Mme Laperrière, c'est qu'il y aura un travail, plutôt un plan, une procédure qui va être mise en place, plutôt qui va être proposée à l'arrondissement, qui concerne une intervention commune entre le poste de quartier d'un côté, le CIUS et l'arrondissement. Ceci dit, durant cette rencontre, il y a eu d'autres demandes qui ne diffèrent pas, qui ne viennent pas vraiment, je dirais, déroger un peu des centaines de demandes qu'on reçoit de nos citoyens,
qui sont le manque des espaces verts, le manque des centres sportifs, le manque de places. Et ce qu'a présenté Madame la mairesse au début de ce conseil vient dans le même sens. Alors, ce qu'on fait, ce qu'on travaille est un alignement tout à fait stratégique avec ces demandes-là. Et c'est un travail continu et colossal. Et on sait très, très, très bien que dans cet arrondissement, il y a vraiment quand même un actif à aller chercher et pour pouvoir au moins être au même niveau que les autres arrondissements à Montréal. Alors, tout simplement pour dire que ces demandes-là, ce pas des demandes qu'on n'a jamais entendues. Ce sont des demandes depuis la campagne électorale, j'en entends. Puis, bien évidemment, on fait tout notre effort ici, dans ce conseil et l'administration de notre côté pour y remédier. Merci beaucoup, M. Sari. Mme Benninga, ça complète votre intervention. Excellent. Donc, je vais nous demander à mes collègues de se lever. On va aller juste sur le côté. Et voilà. Alors donc, on a un hommage ce soir bien particulier. Alors, je vais demander l'attention de mes collègues. Donc, ouverte en 1969, l'école Calixa-la-Vallée est l'une des premières polyvalentes du Québec. Cette école a été nommée en hommage à Calixa-la-Vallée, compositeur, chef d'orchestre, pianiste et professeur de musique connu pour avoir composé la musique de l'hymne national au Canada. Elle accueille chaque année près de 2000 élèves et sa population est le miroir de celle de l'arrondissement. Les présences haïtiennes, italiennes, marocaines, algériennes et libanaises y sont très bien représentées. L'école est pour nous un partenaire privilégié avec lequel nous avons conclu plusieurs ententes, notamment sur l'utilisation des terrains, de la piscine, des gymnases et autres locaux. Ces ententes ont permis à l'école et à l'arrondissement d'offrir de nombreux services sportifs à la fois aux élèves et aux membres de la communauté. Pour ses 40 ans, l'école a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur soulignant son engagement dans la communauté de Montréal-Nord. Pour souligner ses 50 ans, nous invitons M. Dominique Bessner, directeur de l'école. Et là, il y avait M. Miville-Bourdeau également, président de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, qui n'est malheureusement pas ici, mais je suis sûre que Lucille Bius, qui est également de l'école Calixa-la-Vallée, va accompagner M. Bessner à signer le livre d'art de l'arrondissement. Je vous demande de les applaudir. Alors, avant de les laisser quitter, j'aimerais également offrir un petit présent à l'école en souvenir de ce 50e anniversaire.
avait une carte. Alors, c'est une toile de Mme France Simoneau, Propos oniriques de 2018. C'est de l'acrylique sur toile. Elle était mal, ouais, ils ont mal mis la broche. Allez, David. Alors, on va continuer avec le point 10.03, période de questions du public. Alors, avant d'entamer la période de questions des citoyens, je souhaite préciser qu'étant donné que la séance du conseil d'arrondissement est publique, les citoyens qui viennent au micro poser des questions acceptent par le fait même que leurs propos soient diffusés en direct ainsi qu'en différé sur le site Internet de l'arrondissement. Dans ces circonstances et afin de préserver vos données personnelles, nous vous demandons de ne pas divulguer au micro votre adresse. Je tiens à rappeler que la durée est de 30 minutes, qui peut être allongée par bloc de 15 minutes. Seulement 3 questions peuvent être posées sur le même thème. Les citoyens qui le désirent et qui se sont enregistrés auparavant sont invités au micro. Afin d'assurer l'équité de tous, vous êtes invités à poser une question et une sous-question sur le même thème. Un membre du conseil ou un membre de l'administration y répondra selon mes indications. La période de questions du public n'est pas une période d'échange ou de discussion entre les citoyens et les élus. Si vos interrogations nécessitent plus d'informations, que vous souhaitez en parler plus amplement avec moi ou un autre élu, nous vous invitons à rester après le conseil ou à communiquer avec le cabinet pour qu'on puisse convenir d'un moment plus approprié. Donc, ce soir, nous avons 6 questions. Alors, la première question, c'est M. Franz Delis, donc je vais vous demander de venir au micro. Le micro est juste ici. Bonsoir, Madame la mairesse, bonsoir les élus, bonsoir les conseillers et bonsoir tous les citoyens dans la salle. Juste un instant, M. Delis, vous ne entendez pas? OK, donc on a un problème de micro. Est-ce que c'est allumé? On peut faire un test? 1, 2, 1, 2. Non, le son, non. M. Bussière, si vous pouvez aller... On s'excuse, M. Delis. Oui, bien, il pourrait peut-être prendre le micro là, dans le fond. C'est bon comme ça? Parfait. Ah, c'est Je vais beaucoup. commencer. Bon, bonsoir Madame la mairesse, bonsoir les élus, bonsoir les conseillers et bonsoir les citoyens. Mon nom est Franz Delis, je suis un citoyen de la ville. Ça fait longtemps que je travaille à Montréal-Nord, près de plus que 10 ans. Malheureusement, je peux dire ça, je ne travaille plus maintenant, mais vous comprenez que ça fait longtemps que je travaille sur un projet de la construction d'un centre sportif à Montréal. Quand j'ai vu passer l'article, j'étais un des citoyens qui étaient réjouis. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps, considérant qu'on veut une approche préventive auprès de nos jeunes. J'ai travaillé pendant 6 ans au club de basket de Montréal-Nord. Je faisais partie des entraîneurs qui avaient 15 jeunes qui s'est fait mettre dehors parce que nous n'avons pas eu des plateaux. J'ai eu la chance d'interpeller Mme Beniga dans le temps qu'elle était conseillère scolaire, non d'une façon formelle, informelle de la situation. J'ai fait aussi la même chose avec Mme la mairesse, non formelle. C'est pour ça aujourd'hui que je veux absolument que les citoyens sachent et tous les acteurs importants. Je ne sais pas si vous ne le savez pas, Montréal-Nord, dans l'est de la ville, on est la place où que nos jeunes
sont les plus talentueux de la province. Monsieur Delisle, je vais vous demander d'arriver à votre question. C'était le préambule. J'arrive à ma question. Je voulais seulement vous dire que comment que la ville a un tel projet tant attendu à Montréal-Nord, c'est quoi les actions que vous allez mettre en place, la mairesse et les élus, pour qu'on puisse actualiser un tel projet. Moi, de mon côté, comme président d'un organisme communautaire, Regroupement international des causes sociales, nous avons déjà fait des démarches. Nous avons rencontré le député fédéral, M. Emmanuel Dubois. On l'a posé la même question. Comment vous allez faire pour nous aider? J'ai posé aussi la même question avec Madame la députée Paul Robitaille, que non formelle, mais M. Emmanuel Dubois, ça a été formel. Alors, tout le monde veut aider, oui. Mais ce soir, je suis venu voir les élus, comment vous allez travailler auprès de Mme Plante pour qu'on puisse avoir un tel projet à Montréal. La question est posée. Merci beaucoup, M. Delisle. Donc, comme vous avez pu voir, en fait, on en a parlé dans le préambule, en fait, que c'était un projet qui avait été déposé. Donc, en fait, c'est pour faire la petite histoire, et dans le journal, on en fait référence. Alors, au mois de décembre, en fait, quelque part au mois de décembre, début janvier, là, il y a eu un dépôt d'une demande parce qu'il y a un programme qui a été annoncé par le gouvernement du Québec en lien avec Ottawa, le gouvernement du Canada, pour faire en sorte que les villes et les arrondissements, comme nous ici à Montréal-Nord, on puisse à ce moment-là pouvoir déposer des demandes pour des en fait, c'est pas des rénovations, des conversions, des reconversions, voilà, c'est le mot que je cherchais, entre autres, donc, et des constructions, des aménagements sportifs. Et on le sait que nous, à Montréal-Nord, c'est un besoin, vous en parliez dans votre préambule, on en a parlé aussi dans notre mot de la mairesse et des élus, que justement, on a très, très peu d'équipements collectifs à Montréal-Nord. Donc, dans ce contexte-là, nous, quand on a vu le projet, le programme être proposé, finalement, parce que Chantal et moi, on est allés à la séance d'information après l'invitation de Mme Robitaille, et on a vu finalement que c'était une super belle opportunité pour nous à Montréal-Nord. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a déposé la demande à la Ville de Montréal. Jusqu'à date, on n'a pas eu de réponse de notre côté. Alors, on attend encore. C'est ça qu'on espère. On croise les doigts très fort parce que c'est un projet, et je le dis dans l'article de journal, je vais le réitérer ce soir, qui est un peu le rêve des Nord-Montréalais. Et on veut que ce rêve-là devienne réalité parce que c'est bien beau un rêve, là, mais encore faut-il que ça voie le jour. Donc, actuellement, le projet est en route pour un dépôt de subvention, et à ce moment-là, on attend actuellement des nouvelles. Mais soyez assurés que pour moi, c'est une démarche, mais ce n'est pas la dernière. Alors, ce sera un projet qu'on va suivre sans aucun doute dans les prochaines semaines et les prochains mois. Est-ce que vous aviez une sous-question ou ça fait le tour? Parfait. Excellent. Donc, je vais par la suite demander à M. Pierre Lacombe de venir au micro. Allez-y, M. Lacombe. Je pense que ça fonctionne. Le son n'est pas très fort, hein, c'est ça. Moi, je pense que vous êtes mieux d'aller là. Alors, bonsoir à tous. J'ai déposé au Conseil de décembre une proposition en ce qui regarde les minutes de la période de questions non utilisées. Oui. Et je me demande quand pensez-vous donner une réponse à ma demande d'utiliser ces minutes restantes qui ne sont pas utilisées. Ouais. Quand pensez-vous donner une réponse? Bien, en fait, la question est toujours en analyse. Là. Donc, vous comprendrez, il y a eu la période des fêtes aussi depuis, etc. Et c'est quelque chose qu'on va analyser. En même temps, j'aurais tendance à vous dire que c'est très rare que la première demi-heure, elle n'est pas utilisée. De façon générale, on a toujours au moins 7 à 10 questions à chaque fois. Alors, ça fait généralement le tour. Alors, c'est quelque chose qu'on va analyser, qu'on va voir, mais bon, ça sera à voir. Moi, j'assiste assez régulièrement et puis je trouve que bien souvent, il reste 5, 10, 15 minutes à la période de questions. En tout cas. Et en même temps, M. Lacombe, j'aurais tendance à vous dire que, de façon générale, on répond à vos questions et même en dehors des conseils. Oui, mais il y a des fois, on aurait d'autres questions, puis le public qui n'a pas le temps de s'inscrire aurait la chance aussi d'intervenir durant ce laps de temps. Mon autre question concerne un point de l'ordre du jour, le point 2001. Oui. Il arrive que les points sont adoptés sans trop d'explications. Je ne sais pas si vous allez si vous allez donner des explications. Là, il y a 204 000 $ pour
abaisser un mur de soutènement derrière la maison Brignon-Lapierre. Est-ce que c'est un mur qui existait? Est-ce que c'est un mur qui a été construit puis qui a été construit trop haut, puis là, il faut l'abaisser? J'aimerais avoir des explications là-dedans. Je vais attendre le point 2001. D'accord? Parfait, oui. Merci. Bien, en fait vous pouvez soit retourner au micro ici, comme ça, M. Vaillancourt, je pourrais lui demander de venir vous répondre au micro. Ah bon? Oui, parce que ça crée un petit pépin avec les périodes de questions. Il y a juste un micro. On s'échange le micro. Alors, M. Vaillancourt, je vous laisse la parole. Oui, en fait, pour la maison Brignon-du-Lapierre, c'est assez simple. C'est que suite à le premier concept d'aménagement, la façon qui avait été organisée, ça faisait en sorte qu'on ne tirait pas profit ou on ne réaménageait pas concrètement les pentes naturelles du site. Parce que là, on est dans une phase où on doit aménager l'écrin, en fait, le tour de la maison Brignon-du-Lapierre. Puis en concertation avec le Conseil du patrimoine de Montréal, puis avec la division du patrimoine, on s'est rendu à l'évidence qu'on devait recréer un aménagement qui allait s'approprier les éléments du contexte de la maison Brignon-du-Lapierre de 1870, donc une maison de ferme. Comme c'est une des rares qui reste encore debout sur l'île de Montréal, le Conseil du patrimoine nous demande de ramener cet esprit-là autour de la maison, de recréer la pente naturelle. Donc, c'est pour ça qu'on fait un petit aménagement avec le mur qui est actuellement là. Puis, on va faire des aménagements, un nouveau concept d'aménagement pour ramener des plantations aussi qui vont rappeler l'esprit de la maison de ferme. Donc, c'est vers ça qu'on se dirige dans la phase 2. Donc, c'est un mur qui a été construit? C'est un mur qui est existant. Puis là, il faut juste... Bien, c'est un mur qui a été comme bonifié avec la première phase d'aménagement, mais là, on se rendait compte qu'en faisant ça, on brisait la pente naturelle. Donc là, on fait comme un aménagement pour scier une partie du haut pour ramener la pente naturelle. Avec on va amener du matériel propre pour faire des plantations pour recréer la pente naturelle. Une erreur de conception. Bon, monsieur Lacombe, au pire, je vous inviterai à venir poser questions à M. Vaillancourt par la suite. Donc, je vais maintenant demander à Mme Sigouin de venir au micro. Bonsoir à tous. Je vais parler d'environnement. Allez-y. À un moment donné, sur la rue Villeneuve, il y avait des poêles puis des frigidaires. Les vidanges, ils ont passé puis ils ont ramassé ça. J'aimerais demander à vous d'avoir un camion qui peut, avec un numéro de téléphone, là, s'il vous plaît, avoir un camion qui ramasse ça pour aller les porter à Rivière-des-Prairies, à l'Éco-Centre. Les matelas, les TV, bien, les TV, c'est à Éco-Nord. Puis il y a beaucoup de frigidaires puis de poêles qui traînent dans le nord-est. Fait que c'est les vidanges qui ramassent. Je suis pas d'accord avec ça. J'aimerais ça que l'arrondissement fournisse un camion qui pourrait aider à ramasser le stock qui traîne dans les rues, que les gens ne sont pas capables d'aller les porter eux-mêmes. Merci beaucoup pour votre question, Mme Sigouin. C'est quelque chose qu'on pourra regarder comme analyse, mais je vous dirais que de façon générale, dans tous les arrondissements à Montréal, c'est malheureusement, dans ce cas-ci, la responsabilité des propriétaires d'aller porter, dans le fond, leurs électroménagers et tout ce qui peut aller finalement à l'éco-centre. C'est leur responsabilité. Il n'y a pas d'arrondissement qui offre ce service-là, à ce que je sache. Et puis, dans le fond, l'écoquartier est un endroit où ils peuvent recevoir, entre autres, les télévisions et toutes ces autres infrastructures-là. Les petits objets. Et les petits objets, mais on donne, à moins que je me trompe, une subvention pour leur permettre d'avoir accès à tout ça. Mais ce n'est pas un service qui est offert par les arrondissements. Madame Laperrière, je comprends que vous vouliez intervenir. Oui, je crois qu'on peut prendre un arrangement avec la personne qui nous vend un nouvel électroménager pour qu'il ramasse l'ancien. Et eux ont la responsabilité à ce moment-là d'en disposer. Alors, c'est à l'acheteur de faire la demande. OK, voilà. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Mme Rossi qui avait un complément d'information également. Pour ce qui est des matelas, avec les problématiques de punaises de lit, en fait, quand on met un matelas au chemin, techniquement, on devrait l'ouvrir, on devrait s'assurer de mettre le couteau dedans pour que personne d'autre puisse y avoir accès. Alors, pour dire d'avoir un camion pour ramasser les matelas, c'est hors de... Je veux dire, on peut vraiment pas, parce que c'est une façon de propager les punaises de lit, ce qu'on ne souhaite vraiment pas. Et j'apporterai l'information suivante, c'est que nous donnons aux citoyens des enveloppes de plastique pour y mettre les matelas, s'ils le souhaitent, pour pouvoir les mettre au bord du chemin, comme vous dites, pour la disposition. De façon sécuritaire.
Alors, on invite aux gens à venir chercher les sacs, en fait, qui sont disponibles au bureau Accès Montréal. Donc, je vais maintenant demander à M. Panton de venir au micro. Alors, bonsoir à tous. J'ai été surpris vendredi dernier par une annonce de projet pour un centre sportif avec un bassin aquatique. Doublement surpris, car depuis septembre, je suis un locataire de l'Aréna Garon parce qu'il y a des travaux à la piscine Henri Bourassa. Donc, de savoir qu'éventuellement, cette installation pourrait se transformer en centre sportif et récréatif avec un bassin aquatique, ça a été une bonne nouvelle. Par le fait même, je suis compatissant un peu pour les sports de glace qui perdent une installation disponible en tout temps. Ça me fait aussi penser qu'il y a quand même 3 arénas qui sont accessibles de jour depuis bon nombre d'années à Montréal-Nord. Et pour nous, ce n'est pas le cas. On doit s'entraîner dans les heures que les écoles nous laissent, ce qui est quand même très bien, mais on a un déficit d'installation majeur. On a la possibilité de pouvoir accéder, pouvoir offrir une plus grande offre de services au niveau des citoyens et on est limité. Donc, c'est une Xème fois qu'on entend ce projet-là, sous plein de formes différentes, dans les 30 dernières années. Ma question est, comment cette fois-là va être la bonne? Donc, M. Panton, merci beaucoup pour votre question. On sent la pression derrière. En fait, la première chose que je dirais, c'est je suis dans le même état d'esprit que vous, qu'effectivement, pour les sports de glace, c'est une décision, en fait, qui est un peu déchirante pour nous. Et on sait que l'Aréna Garon était en difficulté depuis quelque temps avec les compresseurs, entre autres. Actuellement, il n'y en a toujours que 2 sur 3 qui fonctionnent. Et à cause de problématiques qui revenaient régulièrement, c'était une décision plus sage cette année de ne pas la redémarrer, la glace, pour la saison actuelle 19-20. Et c'est arrivé dans un contexte aussi d'opportunité avec le Gymkhana, en fait, le club de gymnastique Gymkhana, qui se cherchait un endroit suite au fait qu'à l'École Calixa-la-Vallée, il devait reprendre un gymnase. Donc, ça a fait en sorte que cette année, on n'a pas parti la glace. Mais je tiens à dire que ça faisait déjà quelques années qu'on roulait à deux glaces à Montréal-Nord. Et ces années-là nous ont permis de réaliser qu'on était en mesure de pouvoir fonctionner de façon relativement normale avec 2 glaces. Malgré cela, je le sais que pour certains, l'Aréna Garon, c'est une certaine forme de deuil. Si on décide, puis Mme Rossi la première, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup d'anciennes compétitions qui ont eu lieu à cet endroit-là, et c'est un gros deuil qu'on aura à faire. Et c'est la première aréna à avoir le jour à Montréal-Nord. En même temps, on le sait aussi dans le contexte, et je pense que ça a été nommé dans les articles de journaux, que rénover l'aréna, on parle d'environ 15 millions. Alors, c'est énormément de fonds pour une utilisation qui est assez simple. Donc, on parle uniquement de sport de glace, alors qu'avec un terrain... un plateau sec, voilà, j'apprends la terminologie. Je ne suis pas une fille de sport, ça paraît. Alors avec les plateaux secs, ça fait en sorte aussi qu'on a plus de flexibilité et, bien entendu, on veut rajouter à cela une piscine, une falaise. Donc, pourquoi cette fois-ci ça fonctionnerait? En fait, à l'heure actuelle, on est en démarche. Alors, je vous dirais qu'à la Ville de Montréal, comme je l'ai dit précédemment à M. Delis, la demande a été déposée à la Ville de Montréal. Vous comprendrez qu'à chaque instance où on peut nommer et renommer et renommer que Montréal-Nord a des besoins et que c'est quelque chose d'important pour nous, on le fait. D'ailleurs, à l'automne, on a eu, pas plus tard qu'au mois de septembre, octobre, on a eu la visite de Mme Plante, qui est la mairesse de Montréal. On l'a sensibilisée à ça. Quand on a ouvert la piscine, quand on a lancé les travaux en fait pour la rénovation de la piscine Henri Bourassa et du parc Henri Bourassa, on avait également la présence de Nathalie Goulet, qui est la responsable de ces dossiers-là. Donc, à chaque fois, on les sensibilise. C'est sûr qu'au central, ils le savent. Là, à partir de là, nous, on a fait nos devoirs à cette étape-ci de déposer la demande. On a saisi cette opportunité-là. Et en même temps, je vous dirais que les questions que j'ai ce soir et les réactions qu'il y a eu face à l'article dans le Guide de Montréal-Nord, j'ai pu constater, pas plus tard que ce matin, qu'il y avait eu beaucoup de partage et que ça suscitait beaucoup d'engouement chez les Nord-Montréalais. Alors, ça me donne, et je suis convaincue que ça donne à mes collègues aussi l'énergie nécessaire à nous convaincre qu'effectivement,
effectivement, on est sur la bonne voie et que les Nord-Montréalais veulent avoir cette installation-là. Alors, on va continuer, dans le fond, de faire toutes les démarches possibles pour s'assurer que ça avance. Également, à l'interne, d'autres étapes doivent être franchies dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, Mme Laperrière, la directrice, a clairement notre orientation à ce niveau-là, de poursuivre le travail pour faire en sorte qu'on voit une fois pour toutes ce projet-là levé et avoir des installations. Oui, allez-y, vous avez le droit à une sous-question sur le même thème, mais j'imagine que vous avez... Sur du pouce par rapport aux arénas, c'est sûr que depuis 6-7 ans, on roule aussi à une piscine. On a toujours eu 2 bassins qui étaient fonctionnels, mais depuis au moins 5 ans, il y a toujours une piscine qui est fermée. Absolument. Et la demande de service a été quand même maintenue, mais on n'est pas capable de progresser. Fait qu'il faut quand même... Il va falloir qu'il y ait quand même un investissement qui se fasse parce que la piscine Calix-la-Vallée est quand même en fin de parcours, je crois, là, pour y aller quelques fois par semaine. Donc, il va falloir penser à ce qu'il y ait de l'investissement qui soit fait dans ces piscines-là. Fait que j'espère que ce projet-là va amener une solution permanente. Bien, merci de vos commentaires. Merci de vous être déplacés. On l'espère, nous aussi, et on connaît, pour avoir eu déjà des échanges dans le passé avec votre club, les réalités et les difficultés aussi auxquelles vous faites face, surtout actuellement avec la piscine Arbourassa qui est fermée, avec une seule piscine. C'est sûr que ça rend les choses complexes et ça nous amène aussi à vous proposer d'autres installations qui nous donnent, nous aussi, une certaine pression pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir, les jeunes et les adultes puissent avoir les services de votre école, de votre club. Et en même temps, je dirais que la présence d'une infrastructure sportive qui nous appartient à nous, la ville, à l'arrondissement, nous permettra entre autres d'avoir des cours de jour, que ce soit pour les parents et les enfants de 0-5 ans, par exemple, qui ne sont pas encore à l'école, qui veulent avoir des cours pour apprendre à nager, ou bien aux aînés qui, de jour, aimeraient bien pouvoir aller suivre des cours de natation. Alors, actuellement, on n'est pas en mesure de le faire parce que les 2 piscines, et actuellement, on en a juste une des 2 qui est fonctionnelle, appartiennent aux écoles et ils sont utilisés dans le jour constamment. Alors que ce soit des gymnases, des palais, une piscine, on n'a pas accès à ça de jour. Alors ça manque. On se rappelle qu'on a tout près de 90 000 habitants à Montréal-Nord et qu'on est dû, je pense. Alors voilà, merci. Je vais maintenant demander à Robert Guilbeault de venir au micro. Bonsoir. Bonsoir, M. Guilbeault. J'ai déposé au dernier conseil une lettre. J'imagine que vous avez eu le temps de répondre à cette lettre-là concernant le virage en double qui a été refusé par l'arrondissement ou la ville-centre, je ne sais pas encore, et ainsi que les raisons. Quand pensez-vous que je vais avoir le document? En fait, je vous dirais que tout d'abord, merci pour votre question. Et on le sait que ça fait quelques fois déjà que vous nous posez cette question-là. C'est un sujet qui est toujours d'actualité pour nous et qui s'inscrit dans toutes les réflexions. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont toujours dans la salle, du secteur Mère-Clarac. Pour nous, tout ça s'inscrit dans un ensemble. Et d'ailleurs, avec le ministère le MTQ, voilà, des Transports du Québec, je devrais avoir des discussions sous peu, ne serait-ce qu'entre autres pour savoir les travaux du pont sont prévus à quel moment, etc. Et la situation que vous nous apportez va être apportée également dans ces instances pour nous permettre d'avoir un éclaircissement sur exactement qu'est-ce qu'il y en est, puis quels sont les motifs qui nous amènent à cette décision-là. Parce que nous, dans le fond, ce qu'on vous ramène, c'est la décision du central et du MTQ, mais en même temps, on peut les questionner un peu plus pour avoir des éléments. Est-ce qu'il y a une ouverture à ce niveau-là ou c'est carrément négatif? On n'est pas rendu là dans toute la discussion. C'est-à-dire qu'actuellement, ils nous ont donné les informations qu'on avait déjà eues dans le passé. Mais ce qu'on veut faire, c'est aller un petit peu plus loin à ce niveau-là pour pouvoir poser les questions, questionner, permettre d'aller plus loin dans la réflexion, parce qu'on sait que le secteur est très, très saturé en heure de pointe. Merci. Voilà, merci. La dernière question, je vais demander à M. Champagne de venir au micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Champagne. C'est à propos du point 2006. Oui. Bon, aussi, ce local-là, sur mon 6, était occupé par Horizon Jeunesse qui ont, comme qui dirait, ils ont fini leur activité cet automne. Mais là, vous renouvelez le bail
Pourquoi? Oui. Parfait. Je vais demander à M. Toussaint. Je vais peut-être commencer d'entrée de jeu, puis après ça, il pourra compléter. Alors, en fait, le local actuellement est utilisé, même si l'organisme Horizon Jeunesse actuellement n'a pas ses activités à cet endroit-là. La première chose, le local est utilisé, entre autres, par l'organisme Entre Parents de Montréal, la Maison de la Famille, qui l'utilise de jour avec des familles, entre autres, dans un concept de bambinerie, comme on a au Parc Saint-Laurent également. Alors, le local est utilisé. Et également, il y aura, et ça, M. Toussaint pourra donner probablement plus de détails, un appel d'offres prochainement pour permettre à un groupe de pouvoir occuper l'espace pour les jeunes. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires. Alors, nous allons dans 2 semaines lancer un appel de proposition pour recruter un autre fournisseur, donc un autre organisme, jeunesse ou famille, pour offrir une programmation à cet endroit-là. L'espace jeunesse dans l'Ouest, pour votre bénéfice, c'est un local qui est loué par l'arrondissement parce que dans l'Ouest de l'arrondissement, on a un déficit d'espace pour des activités socio-culturelles, récréatives. Alors, les jeunes y vont 7 jours par semaine pour y réaliser des activités. Ils font de la cuisine, ils ont des séances de formation. Alors, oui, c'est notre intention de trouver rapidement un fournisseur suite au retrait de l'organisme Horizon Jeunesse. Parfait. Merci, M. Toussaint. M. Champagne, est-ce que vous avez une sous-question? Bien, je ne sais pas si le local est assez grand, mais il y en a un qui est sous-utilisé, l'ancienne pharmacie Brunet. En fait, l'ancienne pharmacie... C'est peut-être plus cher aussi. Vous voulez dire en haut? Non, en bas. L'ancienne pharmacie Brunet, au coin de Saint-Vital, là, depuis que Côté est déménagé. Là. Ah, oui, je vois où que vous voulez dire. Oui, parfait. En fait, on avait déjà, de mon souvenir, une entente avec cet endroit-là. Puis c'est sûr qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits dans les dernières années qui font en sorte qu'on avait une option de renouvellement pour 1 an. Alors, à moins que je me trompe, là, le renouvellement est sur 1 an. Ah, pardon? Oui, c'est ça, mais c'est sur une seule année, Mme Papineau? Oui, c'est ça. Donc, c'est sur une seule année. Alors, c'est sûr, ça va nous permettre de réorganiser les choses en fonction. On va voir. On va réanalyser. M. Cazarin va être content. Merci, M. Champagne. Alors, c'est ce qui complète la période de questions. Alors, ceux et celles qui souhaitent quitter, vous pouvez le faire à cette étape-ci. Donc, dans le fond, on va prendre une petite minute pour permettre aux gens qui souhaitent quitter de puissent le faire et on va poursuivre avec le conseil.
Alors, je vais demander, est-ce qu'on a perdu notre collègue, M. Sari? Où est-il? Il est aux toilettes. Alors, non, mais je ne le vois pas dans la salle, fait que je me dis qu'il doit être à l'extérieur, soit à la salle de bain ou au téléphone. Oui? Bon. On va... je vais juste aller voir. Alors, on a récupéré notre collègue. Alors, donc, voilà. Alors, j'appelle maintenant le point 10.04. On demande d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 3 décembre à 10 h, celui de la séance ordinaire qui s'est tenue le 9 décembre à 19 h, ainsi que celui de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 18 décembre à 8h45. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sarret, appuyé par Mme Bellinga, le 10.05. De déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 10 décembre. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. J'appelle le 15.01. De proclamer la semaine du 17 au 21 février 2020 comme étant celle des journées de la persévérance scolaire dans l'arrondissement. Est-ce qu'on a juste un instant, est-ce qu'on a la déclaration? L'avez-vous avec vous? Parce que ça aurait été bien de pouvoir l'avoir et de la nommer. Ça serait juste avant le 15. Je prends peut-être de cours. Je m'en excuse. En principe, elle est ici. Oui. Vous pouvez la laisser à M. Sari, vu qu'il propose. Je vais lui laisser. Alors, merci Madame la mairesse de me permettre de lire un peu cette déclaration. Attendu que la campagne sur les journées de la persévérance scolaire regroupant plusieurs partenaires se tiendra du 17 au 21 février 2020 et que ces journées se veulent un temps fort dans l'année témoignant de la mobilisation collective autour de la persévérance scolaire. Attendu que la persévérance et la réussite scolaire font partie des préoccupations des élus municipaux et que l'éducation est primordiale pour la collectivité montréalaise, attendu que les municipalités ont les compétences et les pouvoirs pour influencer directement la qualité de vie des jeunes et des élèves et du même coup permettre à ces derniers et ces dernières de développer leur plein potentiel, attendu que les élus municipaux collaborent aux efforts de la collectivité montréalaise en matière de sensibilisation à la réussite éducative, entre autres à travers le comité réussite éducative, les élus s'engagent de concertation Montréal, que soit proclamée la semaine du 17 au 21 février 2020 comme étant celle des journées de la persévérance scolaire dans notre arrondissement Montréal-Nord, que soit appuyée cette campagne et que les élus soient invités à y participer. Alors, je propose cette déclaration. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sari, appuyé par Mme Bellingham. Merci pour la lecture, M. Sari. Je vous ai pris... de cours. De cours. Mais ça ne m'a pas paru. Donc, j'appellerai maintenant le point 20.01 à 20.02. 20.01, on demande d'adjuger à le terrassement multipaysage Inc., qui est notre plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 187 313,71. Les taxes sont incluses. Un contrat pour des travaux d'abaissement du mur de soutènement derrière la maison Brignon-du-Lapierre. On demande d'autoriser une dépense de 17 246 taxes incluses pour les contingents. Le tout pour une dépense totale de 204 559,96. Les taxes sont incluses. Le 20.02, de rejeter les soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres 1060, qui était pour le réaménagement du parc école Jules Verne. Je propose. Je déclare intérêt au 20.02. Donc, M. Poirier propose, Mme Rossi appuie, Mme Bellinga déclare intérêt au 20.02. J'appelle le 20.03 à 20.04. 20.03, d'accorder une contribution financière de 75 344,50 à l'Institut Pacifique. C'est pour l'année 2020. C'est pour la prestation de services de résolution de conflits et de médiation sociale à Montréal-Nord. On vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir.
Le 2004, d'entériner une contribution financière de 200 $ à l'épicerie solidaire de l'Est. C'était dans le but d'aider les familles de nouveaux arrivants à Montréal-Nord à passer de belles fêtes dans la dignité et le respect. Et c'est en même le budget discrétionnaire des élus. J'appuie. Proposé par Mme Rossi, appuyé par Mme Bellinger. J'appelle le 2005 à 2007. 2005, d'entériner une contribution financière de 100 $ à l'école Jean-Nicolet. C'est pour l'événement Give Back qui a eu lieu le 19 décembre. Et c'est avec même le budget discrétionnaire des élus. Le 20.06, d'approuver le renouvellement du bac pour le local destiné à un espace jeunesse qui est situé au 3705 rue Moncelet. C'est à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 1er mars 2021 et d'autoriser une dépense de 31 871. Le 20.07, d'autoriser la disposition à titre gratuit d'un module de jeu en faveur de l'Office municipal d'habitation de Montréal. J'appuie. Je déclare intérêt au 2005. Proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Sarry. Mme Bellinger déclare intérêt au 2005. J'appelle maintenant le 3001 à 3003. 3001, on vous demande d'approuver de déposer les rapports mensuels en date du 30 novembre 2019. Le 3002, d'approuver de déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué en date du 30 novembre et en date du 31 décembre 2019. Le 3003, d'approuver de déposer la reddition de compte pour l'année 2019 dans la gestion des contingents, des variations de quantité, des frais incidents et des déboursés dans les appels d'offres et contrats. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sarret, appuyé par M. Poirier. J'appelle le 3004 à 3005. 3004, on vous demande d'autoriser une dépense maximale de 110 822,68 $. Les taxes sont incluses auprès de WM Québecing. C'est pour la disposition des résidus de balais de rue. C'est pour la période du 26 janvier au 31 décembre 2020. C'est conforme avec l'entente-cadre qui est intervenue avec la Ville. 3005, d'autoriser une dépense supplémentaire de 21 533 $. Les taxes sont incluses auprès de Fabrique Architecture. C'est pour l'ajout de services professionnels dans le cadre du contrat 1057, qui est pour le réaménagement des locaux de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. J'appuie. Proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Poirier. J'appelle le 3006 à 3008. 3006, d'autoriser une dépense de 67 053 $. Les taxes sont incluses. C'est pour les frais de copie de location des imprimantes Sharp. C'est pour l'année 2020. 3007, de reconduire la reconnaissance et le soutien de l'organisme Mené Autrement à titre de partenaire de mission partagée. C'est pour la période de février à août 2020. Et le 30... À juillet. Il y a une correction, c'est août. Ah, c'est août? Parfait. Oui. Il y avait une erreur. Ça s'est corrigé au cours de la journée. Parfait. 3008, entériner le dépôt de la demande de financement de l'arrondissement Montréal-Nord pour la réalisation du complexe sportif et récréatif Garon. C'est dans le cadre de l'appel de projet Programme d'aide financière aux installations récréatives et sportives, qui est le PAFIR, de la Direction des sports du service des Grands Parcs du Mont-Royal et des sports. Je propose en lisant la période de février à juillet 2020. J'appuie. Proposé par M. Sarret, appuyé par M. Poirier. J'appelle maintenant le 4001 à 4002. 4001, de donner un avis de motion, de présenter et de déposer en vue d'adopter à une séance ultérieure le projet de règlement RGCA 05-10-006-02 qui modifie notre règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoir. Ça concerne l'autorisation de dépenses du fonctionnaire de niveau 1. Le 4002, de déposer le procès-verbal de la séance de consultation et d'adopter le second projet de résolution PP-036-1 afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel au 3685 rue Fleury. Et c'est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sarry, proposé par M. Poirier, voilà, pardon, appuyé par M. Sarry. Je passe maintenant au 4003 4005. Le 4003, de déposer aux archives le certificat des résultats suite à la tenue du registre pour le règlement RGCA 20-10-006 qui autorisait un emprunt de 2 877
pour la construction et le programme de réfection de protection des bâtiments de l'arrondissement. Le 4004, de déposer aux archives le certificat de la secrétaire d'arrondissement et d'adopter la résolution PP-043 afin de permettre la construction d'une clinique médicale située au 124-21 boulevard Lacordaire. C'est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction de modification d'occupation d'un immeuble. Et le 4005, d'adopter le règlement RGCA 13-10-0011-1 qui va abroger notre règlement de contrôle intérimaire pour le secteur particulier d'urbanisme du boulevard P9. Je propose. Proposé par M. Sarry, appuyé par Mme Rossi. Alors, je vais juste revenir un peu à l'arrière, juste pour insister sur le 3007. Donc, M. Sarry, vous avez dit juillet, mais en réalité, c'est le mois d'août. C'est ça, mois d'août. Moi, je dis de février à août. C'est ça, mais ça a été changé pour le mois d'août. Donc, je veux juste être certaine que Mme Papineau a eu cette février. C'est ce que j'ai dit, février à août au lieu de juillet. Alors, c'est ça, parce que moi, j'avais lu. Alors, c'est de février à août. Parfait. C'est ça, février à août. Oui. Excellent. Donc, c'est ça la lecture qu'il faut faire. Excellent. Je voulais juste être certaine que ça avait été bien enregistré. Ensuite, j'appelle donc le 4006 à 4007. 4006, d'adopter le règlement RGCA 17-10-0011-1 qui modifie diverses dispositions du règlement RGCA 17-10-0011 de contrôle intérimaire pour le secteur du programme particulier d'urbanisme du boulevard P9. Et le 4007, on vous demande de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre une marge latérale de 1,92 m au lieu de 1,98 m. Ça concerne le 10 061 à 10 065 avenue du Parc Georges et c'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarry, le 5001. Nommer M. Karim Zmit à titre d'agent technique en ingénierie municipale, c'est à la direction des travaux publics, c'est à compter du 8 février avec une période d'essai de 6 mois et c'est en vue d'un statut permanent à cet emploi. J'appuie. Proposé par Mme Rosset, appuyé par M. Poirier, j'appelle le 5002. De nommer M. Hassen El Hossin à titre d'agent d'approvisionnement niveau 2. C'est à la division des ressources financières et matérielles de la direction de la performance du greffe et des services administratifs. C'est à compter du 8 février avec une période d'essai de 6 mois et c'est en vue d'un statut permanent à cet emploi. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Sarry, appuyé par Mme Bilinga. Donc, pour ce qui est de M. Smith, M. Bédard, vous lui souhaiterez la bienvenue de notre part. Également pour M. El Hossin, donc Mme Vassar. Et bon, c'est ça, dans le fond, c'est pas ça relève de Mme Taillefer, en fait, voilà. C'est ça, donc vous pourrez le saluer. En fait, on est bien heureux de pouvoir les compter parmi nos équipes. Donc, maintenant, je vais nous inviter à regarder le PowerPoint, en fait. Donc, il y a plusieurs activités qui se préparent, en fait, donc pour les prochains jours. Donc, tout d'abord, à la Maison culturelle et communautaire, Nelly Cinéma, le 4 février. Le lancement du mois de l'Histoire des Noirs avec musique et hommage le 7 février, donc ça a lieu ce vendredi. Viking, un conte 5 ans et plus, le 8 février. Les entrailles de la montagne, c'est de la musique, le 13 février. Récit d'une chaussure, théâtre 5 ans et plus, le 16 février. Également des représentations de cinéma le 18 février. Abrazo, art visuel, 20 février au 5 avril, vernissage 20 février. Histoire d'elle et d'échelle, théâtre 4 ans et plus, 23 février. Le livre de Green, cinéma, 25 et 26 février. Soirée famille interculturelle, défilé, danse, exposition, le 27 février. La culture des Premières Nations, conférence et visite du musée McCord, conférence de Jacques Kirouac, le 5 février, et visite guidée le 8 février. Lise et compagnie, donc c'est Lise Mathieu, que plusieurs personnes connaissent, donc qui fait un spectacle donc à la Maison Brignon-du-Lapierre le 12 février, la semaine prochaine. Également, le Vieux-Montréal, conférence et visite, conférence de Stéphane Tessier, le 19 février. La visite guidée aura lieu le 22 février. Également, dans nos bibliothèques, on a de nombreuses activités jeunesse, contes, ateliers, animations et jeux. L'inscription peut être requise, donc ISA et le secret de l'arbre à Palabres,
compte de 3 à 6 ans, 9 et 16 février. Le transport adapté, conférence Café Alzheimer le 20 février. La présence noire au Québec, la conférence de Webster le 22 février. Comment poussent les bananes, un conte pour les 5 à 11 ans le 23 février. Et en ce qui concerne les activités hivernales, le neige en couleur, grande fête hivernale dans le corridor vert le samedi 22 février de 11h à 17h au Parc Le Carignan. Alors des jeux gonflables, patinage et hockey libre, parcours de trottinette des neiges, parcours de motricité, musique et mascotte, espace chaleur, jeux de société et chocolat chaud, soupe et café. Également, on ne l'avait pas prévu ce soir, mais je vous invite également à aller voir au parc Aimé-Léonard les activités de la route de Champlain qui se poursuivent encore une fois cet hiver. Et dans le fond, oui, Madame. Oui, Bénédicte. en fait aussi simplement signifier que pour certaines activités comme Issa et l'arbre à palabre, il est excessivement important de s'inscrire parce que le nombre de places est limité. Donc, Bibliothèque Belleville et Henri Bourassa. Excellent. Donc, je nous rappelle que la prochaine séance du conseil d'arrondissement aura lieu le lundi, le 2 mars 2020 à 19h. Alors, c'est un rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.